salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors, la checklist, ça commence bien, bravo. La checklist de départ, il me semble que c'est quelque chose de vraiment important, même capital. C'est certain que je fais une vidéo pour souligner, je te dirais, quelque part les gros points qu'il ne faut pas oublier. Mais quand même, je t'invite à aller sur Internet et à aller vérifier dans les plus grands détails la checklist de départ. Il y a plein de gens qui en ont fait point par point, mois par mois, jour par jour, qu'est-ce que tu ne dois pas oublier. Donc c'est sûr que tu t'en vas quand même au Canada, c'est pas rien, au Québec pour la plupart, d'autres vont ailleurs au Canada. Donc c'est quand même quelque chose dans ta vie qui est très important. Et il y a beaucoup de choses que tu ne dois pas oublier parce qu'un billet d'avion c'est quand même très cher, peu importe le pays d'où tu viens. C'est sûr que si tu viens peut-être du Mexique c'est un peu moins cher, mais si tu viens de l'autre partie, Europe, Afrique, etc., c'est quand même cher. Donc on essaye de ne rien oublier si possible parce que tu reviendras pas quand même d'ici le lendemain. Euh, Chose importante peut-être avant de commencer, peut-être même capitale, c'est de penser à ta famille. Il y a des gens que tu vas laisser derrière toi, naturellement. Souvent, tu ne peux pas amener tout le monde. Donc, si tu amènes par exemple ta famille proche, hein, ta femme, tes enfants, c'est parfait, mais tu vas avoir des oncles, des tantes peut-être, des grands-parents, peut-être, ou même tes parents tout simplement. Donc, de vraiment prendre le temps d'être avec eux et parce que tu les reverras pas quoi d'ici demain quand même. Il faut être quand même très très logique. Tu les reverras très certainement, mais pas c'est ça, pas sur une courte période de temps. C'est sûr qu'à l'heure actuelle, il existe Skype, etc. pour continuer à communiquer avec eux, donc c'est quand même bien. Mais physiquement, tu les verras pas pendant quand même longtemps parce que tu vas être à l'autre bout de la planète. Donc ça, c'est un des premiers points que je dirais avant de parler de la checklist de départ. Quelque chose qui est peut-être ordinaire, naturel, évident, mais prendre le temps, c'est quand même bien. Prendre le temps de vraiment être un peu avec ta famille que tu ne reverras pas pendant quelques temps. Donc on va voir ça en détail, la checklist. Et comme je te l'ai dit il y a 3 secondes, n'hésite pas à aller sur Internet pour regarder point par point. Cette vidéo-là est juste là pour te donner quand même une idée basique de qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier avant de partir. Comment te préparer? Première chose, très naturellement, réserver ton billet d'avion. Ça paraît un petit peu bête à dire comme ça, mais c'est sûr. Donc tu réserves ton billet d'avion. Moi, j'étais passé par la compagnie. Je m'en souviens hein, quand même. Quand tu immigres dans un pays, c'est pas juste un petit voyage que tu fais quoi. Donc moi, j'étais passé par la compagnie British Airways. Ça s'était bien passé, c'était un hasard complet, hein. Ça s'était bien passé, c'était pas trop cher et c'était pas un Air Transat, donc on était quand même bien dans l'avion. Et il y avait une escale à Heathrow, ça c'est l'aéroport à Londres, et ensuite directement à Montréal. Donc je m'en souviens très bien, c'était le 28 décembre 2002, je suis arrivé en plein cœur de l'hiver. Je parle un peu de moi là, mais. C'est ça, je suis arrivé tout seul. Moi j'ai fait ça un peu à l'arraché. Donc tu réserves ton billet d'avion. Quand tu arrives ici à l'aéroport Montréal-Trudeau, si tu es comme moi, c'est pour ça que j'en parlais, et que tu arrives tout seul et que tu as personne pour te réceptionner à l'aéroport, ce qui est largement possible, il n'y a pas de crainte à avoir, c'est quand même bien fait. Tu vas avoir un système de navette que moi j'avais pris à l'époque et qui maintenant est un petit peu plus, comment je dirais, élaboré que ce que ça pouvait être à l'époque. Ça s'appelle la navette 747, donc ça c'est des bus. Tu vas avoir 2 destinations possibles. Ce bus-là, il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc pas de crainte à avoir. Quand tu arrives à l'aéroport, n'importe quel jour, tu vas pouvoir prendre cette navette-là. Le tarif, c'est 10 dollars. Donc on va tout de suite finir ça au niveau de l'argent. Donc il faut quand même que tu prévois de l'argent canadien, mais ça j'en parlerai après. Et tu as 2 trajets possibles. Le premier, comme je disais, qui va t'amener à Berry-UQAM. Donc ça c'est en plein centre-ville de Montréal, ce qui est très intéressant. Donc tu vas arriver au terminal des bus qui est situé en fait juste en arrière du métro. Et donc si tu es le jour, eh ben, tu peux prendre le métro directement de Berry-UQAM qui est vraiment la station, pour ceux qui me regardent et qui vivent à Montréal le savent, station centrale, hein, tu peux quasiment aller partout à partir de là. Et sinon, tu as une autre possibilité qui est le métro Lionel Groulx.
La différence entre les deux, Lyon-Elgrou, tu vas avoir un seul arrêt et le trajet va être de 25 à 35 minutes à peu près. Donc Lyon-Elgrou, c'est la même chose, ça va t'amener plus vers l'ouest de Montréal et c'est un métro aussi. Donc il y a plein de lignes de bus autour, donc c'est quand même tout dépendant où est-ce que tu veux être situé géographiquement les premiers temps que tu arrives à Montréal. Ça peut être intéressant de choisir l'un ou l'autre. Berry-UQAM, le trajet c'est 45 à 70 minutes. Ça c'est selon évidemment, comment dire, s'il y a beaucoup de circulation ou pas. Hein. Ça c'est sûr que le trajet varie selon la circulation. Il y a 11 arrêts. Parce qu'en fait, ce trajet-là va s'arrêter à différents hôtels, notamment sur René Lévesque. Donc, si tu as loué une chambre d'hôtel quelque part là-dessus, ben, tu vas pouvoir t'arrêter directement proche de ton hôtel, ce qui est quand même très très intéressant. Donc, c'est ça. Pour tout de suite, en partant, quand tu arrives à Montréal, tu as cette possibilité-là de navette que moi j'avais utilisée et que j'avais trouvé très 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 pratique. Coucou. Bon. Et voilà. C'est gentil. Ensuite, je l'avais déjà dit, je pense, dans une vidéo précédente, je me souviens plus laquelle honnêtement, donc je ferai pas ce que je fais d'habitude pour dire avoir cette vidéo-là. Mais c'est ça, il faut que tu aies quand même un budget quand tu arrives à Montréal pour tenir les 3 premiers mois. Euh, de toute façon, tu vas avoir un mois d'attente avant d'obtenir ton numéro d'assuré social, ton NAS. Ça, c'est cette carte-là que moi j'ai et qu'on a tous, qui est un numéro personnel et que tu utilises pour travailler. C'est ce numéro-là qui t'est demandé pour chacun, en tout cas, pour chacun, je vais finir ce que je dis, pour chacun des emplois que tu vas vouloir avoir, on va toujours te demander de remplir un papier avec ton numéro d'assurance sociale. Comme ça, c'est comme ça que tu peux recevoir ta paye tout simplement, et voilà, bon, et déclaration d'impôts, etc., etc. Donc ce numéro-là est vital. Il regroupe beaucoup d'informations en fait à ton sujet, hein, ce numéro-là. Donc il est vital, il faut surtout pas que tu le perdes, il faut surtout pas que tu le perdes, parce que là on pourrait faire du vol d'identité. Des gens pourraient mal intentionner. Donc c'est ça, pendant un mois tu gagnes pas d'argent, mais le service d'immigration du Québec, quand tu fais toutes les démarches, te demande, surtout pour le résident permanent, d'avoir un budget qui correspond à peu près à 3 mois, au cas où tu ne trouves pas un emploi pendant les mois qui suivent, à savoir qu'il va falloir quand même que tu te loges, etc. Hein. Donc c'est quand même un budget assez conséquent, mettre de l'argent de côté. Évidemment, il faut que tu préviennes ton employeur si tu en as un de ton départ. Ça paraît juste logique. L'école de tes enfants également si tu as des enfants. Hein, il faut leur dire que voilà, ils iront plus à l'école et pourquoi. Tu les enlèves pas comme ça et ils vont se dire, les gens à l'école, les responsables de l'école vont dire ouais, ok, ils ont juste disparu ces gens-là. Ton patrimoine immobilier aussi. Donc si tu as des choses à vendre, eh ben, c'est le moment. Faut le faire un petit peu en avance. Une maison ou peu importe, un appartement. Et si tu es en location, ben, il faut que tu vois pour terminer ta location de la meilleure manière possible. Moi, pour parler toujours de mon expérience personnelle, hein, parce que c'est celle que je connais le mieux, pour donner un exemple, moi j'étais en location à Paris à l'époque. Et en fait, et c'était vachement bien parce que pour le service d'immigration du Québec, etc., c'était là-bas que je vivais, donc tout était centralisé, j'avais pas beaucoup de mal pour me rendre, je vivais pas ailleurs en France. Et comme ma location terminait quand même quelques mois avant mon départ au Canada, parce que je savais que j'avais été accepté, et donc j'attendais de pouvoir partir, mais ça prenait encore quelques mois, j'avais pris mon billet d'avion, etc. J'ai décidé de retourner vivre chez mes parents pendant ce temps-là, donc bon, c'était pas idéal, mais au moins j'ai pu terminer ma location au moment où je voulais et j'avais plus rien en arrière de moi, c'était réglé la location. Donc j'ai vécu chez mes parents pendant, je ne sais plus, presque un mois, 3-4 semaines. C'était pas top, là, mais en tant qu'adulte, mais jeune adulte. Mais bref, j'avais pas, c'est ça, j'étais accroché à rien du tout, j'avais pas de location en arrière de moi. C'était ça qui était intéressant. La banque aussi, naturellement. Je dis beaucoup naturellement. Ça va être la vidéo que je vais appeler naturellement. Ça va être le titre. Naturellement. La banque, donc, il faut que tu fermes ton compte. Ça paraît logique aussi. Alors, ou pas, je dirais. Parce que, je vais peut-être parler de moi encore une fois, mais quand tu vas arriver ici, tu vas quand même avoir besoin de liquidité éventuellement.
Et c'est sûr que le fait d'avoir une carte bleue, je parle pour la France, hein, mais pour les autres pays, ça vaut pareil. Si tu as un compte en banque dans ton pays, tu vas pouvoir avoir accès quand même à une somme d'argent directement d'ici. À savoir que quand même, il y a des frais bancaires, parce que tu es dans un autre pays qui vont être ponctionnés directement de ton compte, et ils sont quand même assez importants ces frais-là, donc à garder en tête. Moi, ce que j'avais trouvé comme astuce, maintenant, je ne sais pas si c'est une bonne astuce, mais c'est ce que j'avais trouvé. J'avais carrément fermé mes comptes en banque en France et j'avais mis de l'argent sur le compte en banque de mon père et j'avais été démarcher la banque avec mon père pour avoir une carte bleue sur le compte en banque de mon père, un petit peu comme si ça fonctionnait en compte conjoint hein, avec ta femme. Là. Mais là, mon père, c'est pas ma femme, là, mais tu comprends ce que je veux dire. Et donc, j'avais utilisé cette carte bleue-là des fois où j'en avais besoin, surtout pour les gros achats. Hein, à un moment donné, il a fallu que je me meuble dans mon premier appartement. À savoir que je te rappelle, moi j'étais tout seul, hein, je connaissais personne au Canada. Donc c'est sûr que j'ai été meublé et j'ai utilisé cette carte-là parce que je ne pouvais pas payer autrement. Et c'était avec mon argent qui était sur le compte de mon père, donc il n'y a pas eu de problème. Et quand je me suis ouvert un compte en banque ici à Montréal, ben, j'ai pu en fait juste détruire la carte et mon père lui a continué à utiliser son compte d'une manière complètement normale. Donc ça c'était la petite astuce que moi j'avais trouvée. Peut-être tu peux faire pareil si tu as un membre de ta famille et que tu as la possibilité de pouvoir être sur ce compte-là, tu mets l'argent dessus et du coup tu n'as plus rien à ton nom dans ton pays. Ça peut être pas mal. C'est une idée. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. je sais pas si c'est faisable à l'heure actuelle, mais en tout cas à l'époque, moi je l'avais fait. Ensuite, prévenir les administrations fiscales de ton pays que tu t'en vas et que donc tu ne seras plus jamais imposé dans ton pays, mais dans un autre pays. C'est super important. Ça, c'est la partie la plus importante parce que sinon, ils vont te courir après et ça va être vraiment chiant. Là, je vais parler pour la France. Je ne sais pas comment les autres pays se passent, mais si tu es français et que tu me regardes, tu le sais. Le fisc en France, c'est épouvantable. Donc vraiment, règle tout avec eux. Carte sur table, hein, on règle tout comme il faut avant de partir pour pas avoir de problème. Aussi, j'en avais parlé dans une petite vidéo très très rapidement parce que je veux pas que la vidéo dure 3 milliards d'années. Mais j'avais dit ici, dans une autre vidéo, je pense que c'était taxe et impôt. En fait, je suis quasiment sûr, c'est même ça. Donc, si tu peux, je te renvoie à la vidéo taxe et impôt. Enfin, je l'ai dit. Si tu veux en savoir plus à ce sujet-là. Mais de chercher ici au Canada un comptable, il existe HR Blog, j'en parlais dans cette vidéo-là justement, qui sont une sorte d'association, on va dire, de comptables pas trop chers que tu peux trouver. Et au moins, tu es sûr que le fisc canadien en tout cas les impôts au niveau du Canada vont pas t'emmerder. À partir du moment où ils voient l'estampe comptable, en général, tu es relativement tranquille. Je le dis parce que je parle par expérience personnelle. Ils étaient venus me voir en me disant oui, tu avais eu comment dire, un passé professionnel en France. C'était complètement faux. À l'époque, ils voulaient m'imposer sur quelque chose que j'avais pas fait, quoi, parce que je travaillais au Canada et pas en France à ce moment-là depuis déjà 2 ans, je pense. Et il avait fallu que je paye de l'argent que finalement ils m'avaient remboursé. Donc ils avaient dit oui, c'est de notre faute, mais il fallait que je paye quand même. Et après ça, il a fallu que je rembourse. Donc j'avais dû payer un gros montant d'argent que j'avais pas nécessairement. Et j'avais dû m'endetter. Et finalement, après ça, j'ai récupéré cet argent-là. Donc c'est bien fini, mais j'étais pas de bonne humeur. Donc c'est ça, prends un comptable, c'est la meilleure des solutions pour parler au niveau du Canada. Et en France, soit vraiment carte sur table avec le fisc français. Tu stoppes toutes tes allocations, hein, évidemment. Tout ce que tu peux toucher comme allocation en France, même chose. Tu rentres en contact avec eux, tu arrêtes ça. C'est mieux quand même de vraiment être clean clean avant de partir, ok? Tu termines toutes tes choses, tu n'auras pas de passif en arrière et ça va être beaucoup plus simple et ça va éviter peut-être aussi à des gens qui travaillent dans ces administrations-là de faire des enquêtes, etc. sur ton compte pour rien, parce qu'ils vont se rendre compte que finalement, tu n'essayes pas de les arnaquer, tu es juste parti. Réunir tous tes documents professionnels, donc ça c'est super important. Mais ça comprend aussi tes diplômes, tout ce qui est... Parce que c'est sûr que, comme je te disais tout à l'heure, tu ne pourras pas revenir peut-être demain. Donc c'est super important ça. Quand tu vas vouloir faire tes équivalences par exemple, quand tu vas arriver au Canada, on va te demander tes diplômes originaux. Donc amène-les, tes diplômes, ton CV, essaye de le mettre à jour le plus possible. Essaye de le mettre le plus pertinent possible par rapport à ce que tu voudrais rechercher comme métier par exemple ici au Canada.
Et pour les diplômes, justement, j'en parlais, tes originaux, mais aussi, si tu peux, des photocopies certifiées conformes. Pourquoi pas, hein, de toute façon, t'as rien à perdre à le faire. Donc c'est vraiment un atout. Dans tes bagages, je te dirais d'amener vraiment le strict nécessaire. Surtout si t'es comme moi, si tu viens tout seul. Moi, je suis arrivé tout seul, hein, donc j'ai déjà dit. Donc j'ai mis vraiment le minimum. Le reste, je l'ai acheté directement sur place. C'est certain que moi, je suis arrivé le 28 décembre 2002. Donc dans mes bagages, j'avais quand même déjà prévu des vêtements chauds, un manteau d'hiver, etc. Que finalement, d'ailleurs, comment dire, j'en ai racheté un autre parce qu'il n'était pas assez chaud pour le Canada. Mais quand même, j'étais quand même équipé, je pouvais mettre des couches en dessous de mon manteau, etc. Donc j'avais quand même prévu le coup. Et tout le reste, c'est ça, tu vas racheter ici au Canada. Donc te fais pas chier la vie avec. En plus, à l'heure actuelle, tu le sais, dans les avions, si tu as déjà pris l'avion, tu le sais, dans les avions, tu as un minimum de bagages par personne au niveau des kilogrammes. Tu peux pas prendre tout ce que tu veux. Donc tu es mieux de voyager le plus léger possible. Si tu es tout seul, encore une fois, il faudra que tu te déplaces avec ce bagage-là. Hein, faut que tu prennes la navette, après ça, comme j'en parlais tout à l'heure, après ça, tu vas peut-être prendre le métro ou un taxi, ça va être chiant. Tu vas sûrement avoir un sac à dos avec toi, parce que dans l'avion, c'est quand même long, hein, le voyage, donc tu veux pas te faire chier, tu vas avoir des papiers peut-être importants dans ton sac à dos que tu veux garder en tout temps avec toi. Donc, bagage léger si tu peux. T'amènes autre chose, du cash canadien, des dollars canadiens, donc tu changes ton argent de ton pays en dollars canadiens dans ton pays avant d'arriver ici. Ça, c'est ultra important. T'en planques un peu partout. C'est une petite astuce aussi. Planque-en dans ta valise. Il y a toujours des petits coins dans les valises où tu peux cacher ça. Et autre chose aussi, des chèques de voyage certifiés. Ça, c'est vachement bien, les chèques de voyage certifiés. Moi, je l'avais fait. Ça va te permettre, justement, comme j'en parlais tout à l'heure, de ne pas trop utiliser ta carte bleue. D'utiliser ta carte bleue. J'avais donné l'exemple des meubles que j'avais décidé d'avoir. Parce que je me logeais tout simplement. Mais sinon, je l'utilisais rarement et les chèques certifiés me permettaient d'avoir quand même un gros montant d'argent canadien que j'allais changer dans n'importe quelle banque. Donc c'était quand même très très pratique. Donc les chèques certifiés, même chose, sont souvent signés, ils peuvent être encaissés un peu par n'importe qui, donc tu les caches. Tu les caches un peu partout. Ça c'est les premiers temps. Hein. Tu résilies tous tes abonnements sur place. Donc ça veut dire gaz, électricité, téléphone, y compris ton téléphone portable. Ça sert à rien, honnêtement, d'aller te dire je vais amener mon téléphone portable et je vais leur demander, parce qu'il existe à l'heure actuelle un abonnement plus vaste pour avoir le téléphone portable ici au Canada. Par exemple, tu es sur Orange. Si je parle de la France, la France, comme mes parents, c'est ça. Donc eux, quand ils viennent ici en vacances au Canada, c'est arrivé, pas souvent, mais c'est arrivé. C'est ça qu'ils font. Ils élargissent leur forfait juste le temps qu'ils soient là pour pouvoir continuer à communiquer. Mais ils communiquent pas beaucoup quand même. Hein. Ils le font au minimum. Toi, ça sert à rien. Tu viens ici. Donc, téléphone portable, ça va être accessible assez facilement, même sans adresse dès le début. Donc tu vas y aller chez Vidéotron, chez n'importe qui, Rogers, n'importe qui, tu démarches une compagnie. Je pense que j'avais fait une vidéo, la vidéo sur internet où je parlais des différents, donc je te renvoie à cette vidéo-là, où je parlais des différentes compagnies de téléphones portables que tu peux démarcher. T'en démarches une, tu regardes le forfait qui te plaît, t'en prends un et puis voilà, c'est fini. Donc t'emmerdes pas la vie avec le téléphone portable, laisse ça derrière toi, résilie l'abonnement, on n'en parle plus. Et je vais terminer ce segment comme ça. Alors tout à l'heure, j'avais peut-être oublié de le dire, mais bon, en tout cas, c'est évident aussi. Quand tu fermes ton compte en banque en France, ici au Québec, quand tu arrives au Québec, une des premières choses que tu fais, tu essayes de t'ouvrir un compte en banque. Clairement. D'abord parce que tout l'argent que tu as caché, tu vas pouvoir le placer là-dedans. Avoir une carte Interac, hein, ici ils appellent ça comme ça. Je te renvoie à la vidéo que j'avais fait sur les banques. Système bancaire, si tu veux savoir plus, si tu veux en savoir davantage. C'est une vidéo un peu vieille, mais je pense qu'elle fonctionne encore. J'avais pas le même appareil vidéo à l'époque. C'était pas une très bonne caméra, c'est une caméra d'un ordinateur portable. J'étais pas super équipé. Bon, bref, peu importe, parenthèse fermée, ça n'a rien à voir. Donc, c'est ça. Tu vas avoir une carte Interac qui va te permettre d'avoir une carte qui est en relation directe avec ton compte en banque. Donc, c'est quand même important. C'est une des premières choses. Pour parler d'une expérience personnelle, c'est sûr que tu essayes de démarcher les banques. Tu essayes de faire attention.
Moi, j'étais allé voir la Banque de Montréal. Pourquoi? Parce qu'elle s'appelle la Banque de Montréal et je connaissais pas les banques ici. Je savais pas vers quelle banque aller. J'en avais aucune idée. Donc, Banque de Montréal, je suis à Montréal. Je me suis dit Banque de Montréal. Et malheureusement, entre guillemets, je suis allé dans le quartier chinois et je savais même pas que c'était le quartier chinois. Donc, ils voulaient pas m'ouvrir un compte. Parce que j'étais le seul gars pas chinois, quoi. Mais moi, je m'en suis pas rendu compte parce que je sais pas, je suis un petit peu naïf à l'époque, je le suis encore. Finalement, il y a quelqu'un qui est venu dans cette même banque-là et qui m'a ouvert un compte. Je ne te conseille pas la banque de Montréal, je pense que j'en parle dans la vidéo sur les banques. J'ai fini par changer de banque 10 ans après, ça a été long un peu, parce que je me suis rendu compte que les frais étaient vraiment énormes dans cette banque-là. Donc tu as d'autres banques, hein, comme la Caisse des Jardins, la Banque Nationale, la Banque Laurentienne, il y en a vraiment beaucoup. Je te renvoie à la vidéo que j'avais faite. Je pense que c'était sur les banques, je pense qu'il y en avait une autre où je parlais des banques, mais je m'en souviens plus. Mais bref, tu peux aller dérouler toutes les vidéos que j'ai faites et regarder un petit peu sur les sujets si ça se rapproche pas mal des banques et tu trouveras toutes les informations à ce sujet-là. Mais n'importe quelle banque, sauf la Banque de Montréal, tu vas, tu ouvres un compte en banque le plus rapidement possible. Tu informes l'assurance maladie de ton départ dans ton pays. Donc si on parle de la France et de la Belgique, c'est assez intéressant parce que à l'heure actuelle, ce qui n'était pas le cas pour moi à l'époque, je suis arrivé en 2002, mais depuis 2003, donc c'était un an après, c'est dommage pour moi, mais c'est comme ça. Il y a une entente particulière entre la France, la Belgique et le Québec pour l'assurance maladie qui fait qu'il n'y a pas de délai d'attente ici pour obtenir ta carte, ce qu'on appelle la carte ici, carte soleil, donc ta carte vraiment RAMQ, d'assurance maladie pour ici. Cette entente-là existe aussi pour d'autres pays et je vais te mettre le lien dans la description si tu veux aller le voir. J'ai vu qu'il y avait notamment le Maroc, donc je sais qu'il y a beaucoup de Marocains, salut tous les Marocains qui me regardent, je sais qu'il y a beaucoup de Marocains, d'Algériens, etc. qui regardent la chaîne. Donc c'est pour ça que j'avais pris comme exemple le Maroc dans la liste que j'ai trouvée. Va dans la description en dessous de la vidéo, je vais avoir mis le lien et c'est un lien gouvernemental du Québec et tu vas pouvoir voir qu'il y a peut-être une entente entre ces pays-là. Ça te permet de ne pas avoir ce délai de carence d'attente pour obtenir et c'est vachement bien quand même. Pour ce qui en est pour les Français plus particulièrement, tu vas devoir aller chercher un formulaire, je vais le trouver, c'est le SE 401Q 207 qu'il faut que tu demandes auprès de la CPAM, hein, la Caisse primaire d'assurance maladie. Tu remplis ce formulaire-là et ça te permet de ne pas avoir d'attente. Donc, je te répète, SE 401Q207. Tu googles ça rapidement, tu regardes qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi les démarches, tu remplis le formulaire et voilà, c'est réglé. Et comme ça, tu vas pouvoir avoir tout de suite ta carte d'assurance maladie en arrivant ici, ce qui n'était pas mon cas. Si ce n'est pas ton cas, il y a une autre possibilité naturellement. Mais il ne faut pas que tu viennes ici au Canada, ça garde bien en tête, sans être assuré. Ça c'est super important parce que les frais d'hospitalisation, si jamais il t'arrive un accident, vont être exorbitants. On est en Amérique du Nord, ça coûte très cher. Mais si tu es assuré, il n'y a pas de souci. Donc moi j'avais pris une assurance qui était une assurance temporaire, hein, naturellement, que j'ai terminée. Je pense que c'était une assurance qui était valable pour 3 mois, il me semble, de mémoire. Donc il n'y avait pas de souci parce que ça m'a pris à peu près un mois pour avoir ma carte d'assurance maladie, un petit peu moins. Donc il n'y avait pas de souci. Donc c'est ça, ça couvre maladie, hospitalisation et rapatriement. Moi il me semble que c'était Croix-Rouge ou quelque chose comme ça, que ça s'appelait, rien à voir avec la Croix-Rouge, là, mais c'était un organisme comme ça. Donc tu démarches ça dans ton pays directement, tu t'en vas chercher une assurance, il y en existe plein, je te laisserai chercher par toi-même, tu connais selon ton pays, tu prends cette assurance-là et tu prends tous les papiers avec toi avant de venir ici, c'est super important, sinon ça sert à rien. Donc c'est ça, en ce qui concerne l'assurance maladie. Autre démarche, on termine la vidéo là, autre démarche que tu dois faire avant d'arriver ici au Québec. Si tu es tout seul, si tu arrives ici au Québec et que tu as déjà de la famille, évidemment, il n'y a pas de souci pour toi, quoi. Tu vas t'en aller chez eux, c'est quasiment sûr. Si tu, comme moi, tu arrives, tu es tout seul. Moi, je suis arrivé juste avec mes bagages, quoi. J'ai pas choisi de plus simple, c'était hardcore quand même. Hein. Mais en plus, je suis arrivé le 28 décembre 2002 en plein hiver. Si tu as la possibilité de choisir de ne pas arriver l'hiver, c'est mieux parce qu'après, tu as le temps de t'acclimater et de t'accommoder à l'hiver qui arrive tranquillement et les températures deviennent de plus en plus froides. Moi, je suis arrivé, il faisait déjà super froid. Ça a été un choc. Je venais du sud de la France en plus, c'est un sacré choc. Mais non, j'ai pas choisi le plus simple. Ça a été dur. Ça a été dur quand je suis arrivé ici. Mais système D, et je me suis débrouillé.
Et à l'époque, Internet était pas... Je parle un peu de moi, je sais pas pourquoi, mais... à l'époque, Internet était pas... je te rappelle 2002, donc Internet c'était vraiment les débuts, donc j'avais pas vraiment accès à beaucoup de choses, donc il a fallu que je me débrouille vraiment par moi-même et que j'essaye de comprendre comment ça marche. Et j'avais pas d'amis, pas de famille, mais je me suis bien débrouillé. Un an après, j'ai rencontré ma conjointe, ça s'est bien passé. Mais je m'étais débrouillé tout seul. Donc, première chose, si tu arrives tout seul, tu réserves un hôtel ou tu réserves un appartement. À l'heure actuelle, il existe Airbnb, qui est quand même vachement bien. Donc, tu te débrouilles pour réserver ça avant d'arriver ici à Montréal. Autre petite astuce, une erreur que moi j'avais faite, j'avais réservé un hôtel directement en plein centre-ville de Montréal sans connaître Montréal, donc de France. Soit en fait au coin Sainte-Catherine et Saint-Laurent, qui est en fait un des pires coins qui existent le soir, et une grosse population de junkies, etc., de prostituées. Donc j'étais réellement dans un hôtel en fait à prostituées, quoi. J'ai vraiment pas fait exprès. Donc j'ai été dans cet hôtel-là, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je suis arrivé, en plus il était genre 11h du soir. C'est ça, je suis à Montréal, je connais pas, j'ai été dans l'hôtel. Et quand je suis arrivé, le gars il trouvait drôle, il disait ah c'est toi qui avais appelé de France et tout. C'est la première personne depuis que l'hôtel a été créé qui appelle d'un autre pays, ben oui, c'est sûr. C'est pas le genre d'hôtel qui, bon en tout cas c'est des hôtels pour quelques heures, pas pour plusieurs jours. Et j'avais réservé pour une semaine au cas où, donc j'ai trouvé un logement très rapidement, je te dis tout de suite. Mais c'était bien comme hôtel, c'était pas, ça allait, tu sais, ça allait. Il y avait des bruits un peu bizarres dans les autres chambres, mais ça allait. Donc t'oublies pas, ultra important évidemment, d'amener tous tes documents d'immigration. Tu n'oublies pas tes documents d'immigration. Si possible, tu fais des photocopies au cas où, on sait jamais. Mais bien que les photocopies serviront pas à grand chose, mais quand même, amène tous tes documents d'immigration. Évidemment, ton CSQ, etc. Il y a des papiers, tu le sais, tu as été voir au service d'immigration, que tu as besoin directement quand tu arrives à l'aéroport pour les présenter donc, et les faire tamponner. Sinon, tu vas retourner directement dans ton pays et tu vas faire tout ça pour rien. Donc, oublie pas tes documents d'immigration, c'est super important, passeport, tout ce qui est carte d'identité, tout ce qui est permis de conduire, tout ce qui est carnet de vaccin, tout ce qui est livret de famille, tous ces papiers personnels, amène-les, tout ce qui est personnel, cherche pas, amène ça. Au pire des cas, tu les garderas comme souvenir par après, mais tu peux en avoir besoin, tu en auras sûrement besoin. Le permis de conduire, c'est bête, mais tu en as besoin pour pouvoir faire ton équivalence, pour pouvoir le changer. Si tu es français, tu vas le changer ton permis de conduire. Ça demande juste de l'argent, mais je l'avais dit dans la vidéo permis de conduire, je te renvoie la vidéo, j'aime ça dire ça, mais c'est ça, je pense que tu as un délai de 3 mois, je me souviens plus exactement pour le changer, sinon il faut que tu repasses le permis de conduire, donc c'est quand même important et c'est quand même intéressant. Et je terminerai avec tes priorités quand tu arrives ici au Québec et que tu es tout seul comme moi. Priorité, je te le rappelle vraiment, c'est super important, si tu veux pas te retrouver vraiment dans les gros problèmes. Moi, c'est ça que j'avais fait. J'avais eu la présence d'esprit de le faire. Tu ouvres un compte en banque, tu trouves un logement. Ce sont comme tes 2 priorités principales quand tu arrives. Tu ne peux pas trouver un emploi parce que tu dois attendre 1 mois avant d'avoir ton numéro d'assurance sociale. Mais tu peux commencer déjà peut-être à démarcher pour trouver un petit job. Moi, tout de suite, j'avais essayé de trouver un petit job parce que je voyais que mon argent s'effritait. Donc, j'ai tout de suite essayé de trouver un petit job. Première affaire. Ouvre ton compte en banque. Trouve un logement. Moi, comment j'avais fait pour trouver un logement? J'avais accès à rien, je te le rappelle. Internet n'existait pas. Si toi, tu es dans le même cas, même si Internet existe, que tu n'as pas la possibilité d'accéder à Internet, bien que maintenant, je pense qu'il y a des cafés qui existent avec des ordinateurs. Donc, tu peux quand même avoir accès, je pense, mais je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Si tu connais pas Montréal, tu trouveras sûrement pas. Moi, j'avais trouvé un logement, tout simplement, en me baladant dans la rue, parce que les affiches sont indiquées dans les fenêtres. Et en fait, j'avais sonné. Et il y avait un concierge, un gars, c'était une sorte de consortium, plein d'appartements, qui louait des petits appartements. Et quand il a vu que j'étais un immigré français, lui, ça a fait aucun problème dans sa tête. Je ne sais pas pourquoi. Il a dû se dire que j'avais de l'argent. J'ai aucune idée. Et j'ai loué un appartement assez rapidement, à 3,5. C'était mon premier appartement sur René-Lévesque. C'est quand même relativement central. C'était à 5 minutes à pied de la station Berry-UQAM. Vachement pratique. Donc c'est ça tes priorités et ça termine ma vidéo. Merci de m'avoir écouté, c'était long.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était en ce qui concernait la vidéo de checklist de départ. J'espère qu'elle t'aura aidé et qu'elle t'aura un petit peu éclairé sur toutes les démarches que tu vas avoir à suivre. Je te rappelle, je te l'ai dit au début, quand même, c'est juste une vidéo pour te donner une idée, de, grosso modo, de ce que tu dois faire, mais ça n'engage en rien. Je veux dire, il faut quand même que tu ailles sur Internet pour aller regarder étape par étape tous les éléments pour ne rien oublier. Super important. Après, pour le reste, c'est comme d'habitude. Si tu veux laisser des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires, un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Le compte Instagram qui existe toujours, naturellement. J'essaye de mettre des photos, comme je le dis souvent, je répète souvent la même chose dans les vidéos. J'essaye de mettre des photos les plus pertinentes possibles. Bon, j'y vais avec mon inspiration. Je me dis que c'est peut-être des choses que toi t'aimerais voir, comme là dernièrement j'ai mis des photos d'école primaire. Donc je me suis dit peut-être que quelqu'un qui ne connaît pas comment ça marche une école primaire ici au Québec, il veut voir de quoi ça a l'air. Donc ça te donne un petit peu une idée. Si tu as des enfants, ben peut-être que ça va te rassurer. Tu vas voir peut-être que ça va fonctionner comme il faut. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a un gars, je parle toujours beaucoup, mais il y a un gars qui... je salue, je me souviens plus de ton prénom, désolé. Tu m'as contacté sur Instagram pour me demander de faire une vidéo sur l'intimidation, parce qu'il y avait une photo où on voyait en fait une affiche sur l'intimidation dans une école primaire. Et oui, je vais faire cette vidéo-là prochainement. Je trouve que c'est un sujet très intéressant. Je te remercie de ta suggestion. C'était une bonne suggestion parce que c'est vrai que les principes de fonctionnement dans les écoles ne sont pas les mêmes selon les pays. Donc ça peut t'intéresser si tu viens avec tes enfants de voir comment ça se passe et justement en arrivant de te dire ok, mes enfants n'auront pas peut-être un comportement déplacé parce que sans savoir finalement, sans savoir comment ça marche. Mais là peut-être que cette vidéo t'aidera et tu pourras dire à tes enfants non, il ne faut pas que tu fasses ça quand tu arrives au Québec. Agis bien et il n'y aura pas de souci. Donc c'est ça. Et puis qu'est-ce qu'on se dit? Ciao, bye, Ouais, mais est-ce qu'on se dit à la revoyure? à la voyure. Ciao, bye, 2 fois.